Zététique et paranormal. Alors, il est 4h41. Vous êtes 954 en ligne. On est étonnés. Vous êtes fous, quoi. Et voilà. Et donc, les débuts de la zététique, avec Henri Brock, et puis les sceptiques avant, il y avait eu notamment Houdini, etc. Il y avait un côté X-Files, l'exploration rationnelle du paranormal. Était-ce seulement une mode qui est passée? Est-ce que c'est ça la vraie zététique? Est-ce que du coup on est passé à autre chose et on ne devrait pas? Est-ce que le rapport des sceptiques au paranormal était en fait juste un prétexte pour parler d'autre chose et du coup on change de prétexte? Voilà. Est-ce que le paranormal est un vrai sujet de zététique? Est-ce que c'est indissociable de la zététique, le paranormal? Je vais articuler. Pour en parler, nous avons à ma gauche Christophe Michel, qu'on ne présente plus, hygiène mentale, tout ça. Tata Francine, qui enquête pour le GEPAN, qui s'intéresse au phénomène OVNI depuis longtemps, qu'on a reçu dans l'émission. Donc, si vous ne la connaissez pas, allez regarder les émissions en live où on a reçu Francine et Patrice, qui est en face, parce qu'ils travaillent ensemble. Et c'était pas prévu qu'ils soient avec nous à cette heure-là. Ils sont restés quand même, parce qu'ils sont aussi fous que nous. Peut-être même plus d'ailleurs, parce qu'ils font aussi des kilomètres de dingue. Et puis on a Jean-Michel Abrassard, qui connaît bien le sujet, et avec on a commencé à parler du paranormal tout à l'heure. Et donc j'ai un message de Francis, et après il parlera plus Francis, mais bon. Francis nous a écrit: vous, les zététiciens, il est fatigant. Vous êtes des croyants en fait. Vous croyez dans l'inexistence des choses qui vous dérangent, et vous vous jetez sur tous ceux qui osent regarder un peu plus loin, parce que vous avez peur. Et vous avez bien raison, parce que vous allez payer, tôt ou tard, cette arrogance. L'Alliance Galactique a envoyé des émissaires, et les enfants de cristal sauront les reconnaître. Nous commençons déjà à développer une perception extrasensorielle. C'est pour ça qu'on sait que vous êtes des minables. On sait lire en vous. Les preuves du paranormal sont partout. Il y a des milliards de témoignages, mais vous préférez vous fier à des études mal foutues qui servent à nous maintenir dans la 3e densité, afin d'empêcher l'évolution de la Terre. Mais on n'évite pas l'inévitable. Bon courage pour débunker tout ça. Bon, c'est une caricature évidemment, mais il y a un petit côté il y a un petit fond d'acrimonie envers les zététiciens de la part des tenants croyants du paranormal. Un peu moins parce que du coup c'est devenu un peu moins le sujet de fer de lance, et on va en parler. Mais qu'est-ce qu'on fait des tenants croyants qui ont ce type d'accusation envers les sceptiques rationnels? Est-ce qu'on leur répond ou est-ce que ça vaut pas la peine? Je commence. Ben oui. Ça vaut toujours la peine de répondre. Alors, qu'est-ce qu'on répond aux gens qui sont dans une telle... qui sont remontés à ce point-là? Je crois qu'avant, il faut essayer de comprendre pourquoi ils disent ça. Alors pourquoi ils disent ça? Justement, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça qu'il faut leur répondre. Il faut essayer d'échanger avec eux pour comprendre leurs motivations, leurs raisons. Et ils ont peut-être raison quelque part. Il faut savoir si les raisons sont de bonnes raisons. Bon, donc au-delà de ces caricatures, parce que c'est pas hyper inspirant, la blague Francis, c'est bon, on l'a faite. Est-ce que, on avait commencé à répondre avec Jean-Michel, donc si tu veux résumer ce que tu as dit tout à l'heure en 2 lignes, est-ce que les zététiciens sont des experts du paranormal? Ou est-ce que c'est usurpé? Ou est-ce que c'est passé de mode et on ne le dit plus? Oui, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a pas mal de travaux qui se font en sciences sur le paranormal dans différentes disciplines, donc... parapsychologie, folkloristique, psychologie anomistique, sociologie, anthropologie, histoire, etc. Et finalement, ces études ou ces travaux génèrent extrêmement peu d'écho ou de discussions dans la communauté sceptique à ce stade-ci des choses, à cause d'un désintérêt des zététiciens pour le sujet. Et je pense que la plupart des zététiciens connaissent mal le sujet du paranormal en réalité. Et souvent, les arguments invoqués par les zététiciens sont des arguments, des choses qui ont été discutées ou parfois même au 19e ou au début du 20e siècle, et puis tout ce qui se fait à l'heure actuelle sur ces sujets, sont les vrais débats scientifiques sur ces questions, ils ne sont pas du tout traités par la communauté zététique. Peut-être qu'on pourrait y revenir un peu sur... C'est quoi comme sujet chaud dans les vraies études du paranormal, un peu plus tard. Mais par rapport à ça, est-ce que vous considérez, ou est-ce que vous considérez qu'il y a encore des zététiciens qui sont experts ou qui s'y connaissent vraiment dans le paranormal? Je peux dire un mot? Ah oui, bien sûr. Alors, experts, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, dès qu'ils s'intéressent au paranormal, il y en a encore quelques-uns. Tu vois, nous, on a accepté cette table ronde, par exemple. Il y en a quelques-uns.
je remarque que la moyenne d'âge de cette table ronde est bien plus élevée que les tables rondes précédentes, par exemple. Je pense que ceux qui s'intéressent au paranormal... Un autre qu'on voit pas, c'est Milligram. Je n'ai pas présenté, je m'en excuse. Ah oui. Mais tout le monde. D'accord, juste après moi, tu le présentes. Juste, je remarque que donc, c'est quelque chose qui intéressait la communauté sceptique il y a quelques dizaines d'années, au début des années 2000 par exemple, ou même avant, les années 80. Henri Brock qui prenait des exemples paranormaux pour introduire ces effets zététiques. Moi, c'est à travers le paranormal que je me suis intéressé à ce sujet-là. J'ai eu ma petite période OVNI. Quand j'étais à l'internat, au collège, à 11 ans, on faisait tourner les tables, on appelait les esprits. Voilà. Ça marchait bien ? C'est justement en essayant d'évaluer est-ce que ça marche bien ou pas que je me suis posé des questions. Voilà, j'ai jamais été un tenant très militant, mais je me demandais quand même si ça existait ou pas. Donc moi, c'est par là que je suis venu à me demander, tiens, comment est-ce qu'on pense, comment on se fait ses croyances, voilà. Et puis je remarque aussi que cette table ronde sur le paranormal, zététique et paranormal, c'est la toute dernière de la soirée. Elle est à 4h du matin, bien après les tables rondes bien plus importantes sur la santé ou sur l'histoire. Voilà. Bon, ça, je pense que même si c'était pas prévu et voulu par l'organisation, c'est juste un symptôme qui montre bien que oui, le paranormal, c'est le truc qu'on met en fin de soirée quand il n'y a plus personne à 4h du matin. On est encore 1000 quasiment. Mais voilà, on est encore 1000. Moi, je suis quand même impressionné qu'un sujet pareil, à 1h pareil, il y a encore 1000 personnes qui regardent en direct. Alors, Francine, près du micro. Alors, je voulais juste te dire, par rapport à Francis, dont tu dis que c'est une caricature, qu'on reçoit bien pire que ça. Oui. Et plus violent également. Et pour répondre à la première question que tu as posée, à savoir qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, Patrice, lui, répond qu'il faut essayer de comprendre et d'argumenter, etc. En gros, c'est ça que tu dis, Patrice. Et moi, je dis que ce n'est pas avec tout le monde que ça va marcher. Donc, j'ai pas dit que c'était avec tout le monde non plus. Oui. J'ai dit qu'il fallait tenter. Ne tenter. vous battez pas. L'agressivité ce soir est un stade. C'est parce qu'on est vieux, on se connaît bien. On a des fois, il faut renoncer parfois, c'est ça ? Oui. Ouais. Parfois, il faut renoncer. Et je crois qu'on entretient en plus des polémiques sans le vouloir, en voulant bien faire. Donc, il faut faire très attention de façon à rester détaché le plus possible de l'affect, de l'émotion. Ce qui n'est pas toujours évident quand on est agressé. Parce que, mais en face, dans la croyance, il y a beaucoup d'affect. Alors nous, on a l'impression qu'on a moins d'affect. Peut-être que c'est qu'une impression du reste. Mais quand on vient asticoter un petit peu la croyance des autres, c'est ce qu'on fait, qu'on veut ou non. En face, les gens se rebellent. Et c'est pas... Ça m'est arrivé d'énerver des gens et je me rends bien compte qu'il ne faut pas exprès d'être énervé. C'est plus que ce que je dis, peut-être que je l'ai mal dit, mais peut-être que même en le disant bien, ça passe pas. De toute façon, ce sont des domaines qui touchent à la croyance. Donc là, c'est toujours très émotionnellement parlant, c'est très fort. D'autre part, moi j'abonde dans ce que disait aussi mon ami d'hygiène mentale, à savoir que c'est vrai qu'on est là ce soir en fin de nuit. Fin de parcours. Comme on est un peu en fin de repas, ce sont les conversations de fin de repas maintenant. Le paranormal, l'ufologie, c'est des conversations de ça me fait de la peine que vous dites que vous vous sentiez relégué. Non, on ne s'est pas senti relégué. Et c'est vrai qu'il a raison, il y a des thèmes qui étaient bien plus importants ce soir. C'est clair. Je voudrais juste dire une petite chose là où on est peut-être en désaccord, mais peut-être que j'ai mal compris le sens du mot. Pour moi, dans le paranormal comme sur le phénomène OVNI, il n'y a pas d'experts. On est des gens qui sont motivés, qui sont des connaisseurs du sujet, parce qu'on a de l'expérience et autres, mais il n'y a pas d'experts. Voilà, alors j'ai peut-être mal interprété le mot, tu m'en excuses. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Ouais. Je ne sais pas si... La question c'était, est-ce que, je sais pas, les zététiciens ou les sceptiques sont des experts du paranormal ? Je pense pas, ça n'existe pas. Il y a des gens qui connaissent les dossiers, il y a des gens qui ne connaissent pas les dossiers. Voilà, si on peut dire, un expert, c'est celui qui connaît bien les dossiers. Bon, alors, dans ce cas-là, oui, il y en a certains qui connaissent, il y en a certains qui connaissent rien, il y en a certains qui croient savoir et qui ont une surconfiance dans leur connaissance des sujets. Voilà. Bon, il y a un peu de tout, en fait. Disons qu'on peut jeter un œil, une expertise sur un dossier. Voilà.
J'ai besoin qu'on passe la parole à Milgram avant qu'on oublie son existence, parce il est venu tôt. Bonjour G. Milgram. Bah, rebonjour tout le monde. Voilà. Bonjour à vous. On a diffusé la bande-annonce de ta chaîne à un moment donné de la soirée, je ne sais plus quand, donc les gens qui ont vu ton travail. Ta chaîne, elle date de quand, pour qu'on voit un peu qui tu es? Ma chaîne est là un petit peu moins d'un an. Elle date de la fin du mois de novembre 2020. C'est tout frais. Voilà. Donc moi, en fait, j'ai commencé à m'intéresser au sujet un peu de l'esprit critique avec un canular là, sur une fausse information que j'avais diffusée sur les réseaux sociaux pour voir un petit peu la manière dont tout ça C'était lié au Covid, non se diffusait. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on entend. Ok. Mais du coup, pour revenir rapidement au paranormal, moi, la première fois que je suis tombé sur le sujet, c'est avec le sujet des QAnon. Et voilà, j'ai vu qu'une partie des QAnon pensait que Trump avait des alliés galactiques, et donc il y avait des flottes extraterrestres qui étaient voilà, aux abords de la Terre et qui étaient là pour surveiller un petit peu le plan de loin. Donc ça, on peut pas. Est-ce qu'on peut vraiment être expert de ce genre de croyances paranormales-là? Je pense pas. Et là, c'est Si on- c'est un problème de définition. Parce que le paranormal qui concerne tout ce qui va être psy, médiumnité, c'est une chose, mais est-ce que les ovnis et les flottes galactiques, enfin, intergalactiques même, est-ce que ça rentre dans le paranormal? C'est un peu le problème de la définition. C'est un petit peu, je sais pas, est-ce que ça rentre dedans? Oui, mais de toute façon, définir le concept de paranormal, ça a toujours été un peu compliqué. Donc, souvent dans la littérature, une des définitions classiques, c'est de dire que le paranormal, c'est quelque chose qui violerait les lois de la physique connues et qui serait en dehors de la représentation du monde consensuel à une époque donnée. Donc Ça rentre. Une flotte galactique, ça rentre. Oui, ça rentrerait, puisqu'à l'heure actuelle, la vision du monde classique, c'est qu'il n'y a pas de flotte galactique. Et donc, Milgram, toi, tu as fait une vidéo qui, Ouais. en plus, s'est fait striker récemment sur le phénomène des sorcières, que j'ai pas eu le temps de regarder. Mais là, pour le coup, on est dans le paranormal avec les sorcières. Pourquoi ça t'a intéressé? Bah déjà parce que j'y connaissais rien et en fait je me suis pas vraiment intéressé aux sorcières parce que c'est un sujet large. J'imagine qu'il y a des experts sur ce sujet. Je me suis intéressé aux sorcières sur TikTok. Donc c'est vraiment très précis. C'est cette mode de la sorcellerie qui explose sur le réseau social chinois et qui touche principalement les très jeunes, et majoritairement des très jeunes femmes. Et donc voilà, donc j'y connaissais rien. J'ai entendu parler de ça, ça m'avait semblé curieux et donc voilà, je me suis penché là-dessus. Et est-ce que tu préfères les femmes qui jettent des sorts ou les hommes qui font des ITER ou des réacteurs nucléaires? Bah écoute, Bon, ne réponds pas, c'est pas important. on peut demander à Sandrine Rousseau. Ouais, je sais pas, c'est une bonne question. Mais N'hésite pas à intervenir pendant qu'on parle parce que je vais avoir du mal à faire circuler la parole, mais ouais, pas de souci. je continue sur le. En prolongation de ce que j'ai dit juste avant, peut-être que Jean-Michel, tu pourras. Et je pense que là aussi, je sais d'avance ce que tu vas me dire. Est-ce que les zététiciens sont vraiment des sceptiques quand on parle du paranormal? Et est-ce qu'on n'est pas un peu des non-croyants dans le sens où on croit à l'inexistence d'eux? Oui, effectivement. trop. Là, je pense que sur plein de sujets, ceux qui s'appellent sceptiques ou qui se étiquettent zététiciens ne sont pas du tout sceptiques C'est ça, sur ouais. le sujet. Ils savent que ça n'existe pas, ils le font savoir. Ouais. Et quand quelqu'un leur dit « Oh, quand même, il y a une petite part de doute », c'est non, tu es un abruti de penser ça. Je pense que un sceptique, il doit au moins avoir une petite part de doute, sinon il n'est pas sceptique. C'est comme la définition même du scepticisme, quoi. Un des trucs, par exemple, que les sceptiques font très mal avec le paranormal, c'est quand ils disent c'est facile de savoir si c'est vrai ou pas, il suffit de regarder la littérature scientifique. La littérature scientifique est très claire, les pouvoirs psy, ça n'existe pas. Ça, je pense que c'est une très mauvaise approche, parce qu'en fait, en vrai, il y a des petits aspects de pouvoir médiumnique qui sont tout à fait attestés par les littératures scientifiques. Et c'est ça le problème. En particulier, il y a une expérience qui a été reproduite plein de fois, qui s'appelle l'expérience de Ganzfeld. Voilà. C'est une sorte d'expérience où on teste les pouvoirs de voyance ou de préscience, pas de gens qui ont des dons, mais de n'importe qui. Il suffit de les mettre dans une condition sensorielle spécifique, donc il faut avoir une isolation sensorielle, pas de son, pas d'image, etc. Et ce genre d'expérience a été reproduite plein de fois, et il y a une assez bonne proportion de résultats qui sont significativement positifs, par exemple. Donc la méthode qui consisterait à dire c'est facile de savoir si quelque chose existe ou pas,
Il suffit de regarder la littérature scientifique sur un sujet et de voir s'il y a des études significatives sur le sujet. C'est difficile, parce que dans ce cas-là, il faut que le sceptique Connaissent la littérature. alors déjà, qu'il connaisse la littérature, et une fois qu'il l'a vu, et qu'il s'est rendu compte qu'effectivement ça existe, qu'il y a ces études-là, qu'elles sont significatives, est-ce qu'il va se ranger à l'existence de ce pouvoir psy ? Est-ce qu'il va reconnaître que ça existe pour de vrai, ou pas ? S'il le fait pas, s'il dit non mais c'est parce que il doit y avoir un truc, ou alors ces études sont biaisées par exemple, ou elles sont payées, ou je sais Je pas. dis, il y a des effets tiroirs. Voilà, donc ça veut dire qu'en fait, son raisonnement, c'est pas de juste regarder s'il y a des études, et s'il y a des études significatives, dire que ça existe, et s'il n'y en a pas, dire que c'est pas. Voilà. Juste S'il une ne fait seconde, pas ça. parce qu'on a évoqué l'argument massu de l'effet tiroir, mais évidemment, il y a eu des statisticiens qui ont travaillé pour estimer est-ce que l'effet tiroir pourrait rendre compte de l'effet Ganzfeld, et ces études ont montré que c'était pas possible, où il faudrait un effet tiroir monstrueux. Mais encore une fois, il faut avoir lu les études pour le savoir. Si j'ai mis si loin le paranormal, c'est parce que je maîtrise pas bien. Hein. Non, mais c'est parce que... Moi, en tout cas, c'est ça qui m'intéresse dans le monde paranormal. Alors, c'est que c'est plein de petits sujets touchy qui remettent en question les méthodes que je veux bien dire. Voilà, quelqu'un qui connaît pas trop, je dis moi je me base surtout sur les résultats scientifiques. Voilà, quand j'ai vraiment que le 1 minute pitch. Mais en fait, en vrai, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est pour savoir qu'est-ce que je dois croire et qu'est-ce que je dois pas croire. C'est compliqué. C'est pour ça que moi, la pensée critique, ça m'intéresse. Hein. C'est parce que, en fait, c'est toujours plus compliqué que ce que je pensais au début. Et c'est pas aussi simple que de dire il suffit de se ranger au consensus scientifique. Point. Hop, voilà, c'est torché. Il y a quand même deux choses aussi que je voulais rajouter sur l'histoire du Ganzfeld. C'est que ce qui est fascinant, c'est qu'au début des années 90, donc le plus grand sceptique à l'époque critique de la parapsychologie, Ray Hyman, a critiqué le protocole Ganzfeld. Il a eu des échanges avec les parapsychologues et ils l'ont amélioré. Donc ils ont fait un nouveau protocole avec le meilleur sceptique, pratiquement j'ai envie de dire du XXe siècle. Ils ont fait donc il est tard, mais c'est quoi, c'est un Ganzfeld modifié, je sais plus, l'auto-Ganzfeld, voilà, pardon, un Ganzfeld automatisé pour les cibles, etc. Et malgré les recommandations de Hyman pour le Ganzfeld, quand ils ont refait les expériences avec les modifications du meilleur sceptique de l'époque, ils obtiennent encore un résultat statistiquement significatif. Donc ça, c'est quand même formidable. Et alors, juste dernier point, donc il y a eu une série de méta-analyses. Les sceptiques ne jurent, quand on voit le niveau de preuve que les sceptiques, il y a des superbes échelles qui nous disent les méta-analyses, c'est les meilleurs niveaux de preuve en science. Donc si vous avez des méta-analyses, et donc je crois qu'en Ganzfeld, il y en a au moins 7, et sur 7, il y en a 6 qui ont obtenu des résultats significatifs, et la seule qui est non significative, c'est celle qui a été faite par Wiseman, qui est un sceptique bien connu et qui a été fortement critiqué par tous les autres spécialistes du Ganzfeld, évidemment. Et donc, on a plein de méta-analyses qui nous disent que... Voilà. Là, donc, c'est marrant parce qu'évidemment, à ce moment-là, généralement, le sceptique à qui on dit ça, il va dire « Oh non, mais là, les méta-analyses, là, il ne faut pas les suivre. » Dans ce cas-là, il est clair qu'elles ne valent rien. Quoi. Non, il y a plein de problèmes avec une méta-analyse parce que certainement qu'ils ont mis des choses qui ne tenaient pas compte. Mais évidemment, si on leur dit « Oui, mais il y a des méta-analyses dans un autre domaine. » Ah non, mais là, dans un autre domaine, les méta-analyses, c'est quand même le meilleur type de preuve qu'on a. Quoi. Besoin de se fier avec... parce que par rapport à ça, il y a quand même une position qu'on pourrait considérer comme extrêmement sceptique à tel point que c'est plus du scepticisme, mais qui est une position qui a du sens. C'est de se dire que lorsqu'une étude, comme le Ganzfeld, arrive à la conclusion qu'un phénomène paranormal existe, c'est la preuve que le protocole a un problème. Ou alors, c'est la preuve que ça existe. Mais dans la mesure où on a un paradigme où ça ne peut pas exister, c'est pas non plus absurde de se dire, tiens, probablement que... Et c'est là où on dit les études sont fausses. Parce qu'en fait, les protocoles qu'on utilise et les seuils de significativité, le fameux p-value, c'est pas un critère objectif. C'est toujours un arbitraire où on place la barre là, mais il y a des phénomènes qui, sans doute, admettons, n'existent pas, qui passent la barre quand même. Donc c'est qu'on arrive à prouver des choses qui n'existent pas. Et donc c'est pour ça qu'on a des études qui montrent des choses qui n'existent pas. Ça, je me place d'un point de vue où on considère que le paranormal n'est pas présent. Ou alors, on doit considérer qu'en effet, la littérature montre qu'il y a des choses qui existent. Et moi, en tant que sceptique, je ne peux pas admettre qu'on sait d'avance quelle est la réponse. Et d'un autre côté, on ne peut pas admettre qu'on a une méthode infaillible. Donc on est quelque part entre les deux. Mais au minimum, ça nous interroge sur le fait que la méthode qu'on a, elle obtient des positifs qu'on n'est pas prêt à accepter.
Ouais. Donc c'est que Ça c'est fascinant, ça rend le tout ce sujet que la science peut nous prouver, bah, nous on n'accepte pas. Donc à un moment donné, comment on décide? Et j'ai pas la réponse. Ouais. Alors moi, ce qui me donne un élément de réponse, c'est le moment où, au milieu de mon projet de vidéo hygiène mentale, là, il y a quelques années, j'ai décidé de arrêter d'employer du vocabulaire à la Henri Brock, un peu pseudo-bayésien. C'est-à-dire en essayant de faire comme si on avait un raisonnement bayésien mais avec d'autres vocabulaires. À un moment, je me suis dit non, en fait, je vais essayer d'utiliser le vrai vocabulaire des raisonnements bayésiens, et je me dis, bah ça m'explique pourquoi est-ce que je crois pas au Ganzfeld. Parce que les résultats, les preuves, apparemment, sont là. Est-ce que j'y crois? Non, je crois pas au pouvoir psy. Christophe, tu crois pas au pouvoir psy alors qu'il y a des preuves scientifiques? Bah, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut juste dire que mon a priori était plus fort que les preuves du Ganzfeld. Donc je regarde, en fait, au lieu de me dire, je vais essayer de mesurer mon a priori sur l'existence du psy, et après, je regarde toutes les études scientifiques, et si le niveau de preuve est supérieur à mon a priori, alors je vais me mettre à y croire. En fait, c'est pas comme ça qu'on raisonne. En fait, en vrai, je me demande maintenant, tout de suite, est-ce que j'y crois? Non. Après avoir lu les études, ça t'a convaincu, t'y crois? Bah non, j'y crois toujours pas. Bah donc ça veut dire que mon a priori était vraiment très 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 négatif sur l'existence du psy. Moi, il faut que je me demande comment ça se fait qu'il était aussi négatif. Ben, c'est vrai parce que ça cadre pas avec ma vision du monde. Il y a plein d'autres trucs qui font que ça entrer en contradiction avec plein d'autres choses qui sont par ailleurs très attestées par la science. Voilà. Donc en fait, le vrai problème à se poser la question, c'est quel est mon a priori sur le sujet? Pourquoi est-ce qu'il est aussi bas sur l'existence du psy? Pourquoi il est tellement bas que même ce genre de niveau de preuve avec des méta-analyses qui ont l'air à peu près bien foutues, pas trop critiquables, même ces preuves-là ne réussissent pas à me faire croire au sujet. Donc du coup, c'est plutôt de l'introspection, où je retourne sur moi, où je me dis comment est-ce que je raisonne moi pour avoir un a priori aussi bas? Et si on ne prend pas en compte les a priori, et qu'on prend juste en compte les études scientifiques, alors les sceptiques devraient tous se mettre à croire à l'existence de l'effet Ganzfeld. Et vu que ce n'est pas le cas, bah, c'est que c'est pas ça, on marche pas comme ça. Même le sceptique, il raisonne pas juste en regardant la littérature scientifique et en se rangeant au consensus. Voilà, on raisonne pas comme ça. Même le sceptique, il fait pas ça. Et ça vient de gens. Alors après, en termes de parcours, j'ai pas toutes les trajectoires, mais tu étais plutôt tenant-croyant à une époque. Un petit peu, oui. Voilà. Jamais très militant, mais un peu. Oui. Francine et Patrice ont commencé, mais c'était il y a longtemps, parce qu'ils sont très très vieux, mais par être tenant-croyant du phénomène OVNI. Et maintenant, voilà. Jean-Michel, je ne sais pas trop ton parcours. Non, moi j'ai toujours été un peu plutôt sceptique, moi en fait. Je suis un peu comme ça aussi, mais du coup, j'ai pas la culture du domaine. Mais alors, comment on fait pour justifier le fait que on veut tous ici se définir comme sceptique? Je pense qu'on est là, parce qu'on tient au doute et on pense que c'est l'outil principal, tout en admettant que peut-être qu'on on devrait être convaincu et on ne l'est pas. Et on passe pour des guignols par ceux qui y croient. C'est simple. Comment on fait? On examine les faits et on accepte les évidences. Oui, mais si on te dit que le Ganzfeld a prouvé, c'est la préscience. Oui, le PFOS, du psy, oui. Mais moi, j'avais deux remarques. Hein. Donc, tu as suggéré, c'est ce que tu appelles, qu'il y avait des problèmes dans les protocoles. Hein. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle error someplace, parce que ça fait ISP, donc parapsychologie. Donc, c'est le sceptique qui dit juste, bon, il doit avoir des erreurs quelque part. Je ne sais pas où, mais il doit en avoir. Non, mais je n'ai pas de problème avec ça. De toute façon, je suis très d'accord avec ce que vous dites. Et moi aussi, je suis très d'accord avec ce qu'Hygiène Mentale a dit. Je ne suis pas convaincu par l'existence du psy, parce que j'avais aussi un très fort a priori avant. Mais donc, c'est vrai que ce contre-argument, c'est comme j'y crois pas à cause de mon a priori, je vais postuler qu'il y a probablement des erreurs quelque part que je sais. Mais l'astuce, c'est qu'on ne sait pas dire où, tu vois. Oui. Et en fait, ça, c'est le truc qui rend fou les parapsychologues. Ils disent, mais c'est super facile de dire ça. Vous nous dites, on fait des erreurs, mais vous ne les montrez pas. Vous ne montrez pas qu'on a... vous ne savez pas trouver d'erreurs statistiques qu'on a fait. Les protocoles, vous ne savez pas nous dire on a fait d'erreurs. Et alors, pour vous, c'est un argument... En fait, on peut mettre en doute n'importe quoi. Par exemple, je n'ai pas envie de croire dans le réchauffement climatique. Je veux dire... il y a des études qui semblent prouver le réchauffement climatique. Bon, il doit y avoir des erreurs quelque part. Quoi. Mais on est d'accord que le niveau de preuve, la solidité des modèles et surtout l'explication avec une chaîne causale où on comprend ce qui se passe, d'un côté,
l'effet de serre, on peut le modéliser. D'un autre côté, la pression, c'est ce qui se passe. Donc, il y a aussi ça, le fait que d'abord, il y a beaucoup plus d'études, il y a beaucoup plus d'experts, ils sont plus d'accord, sans doute, entre eux. Donc, c'est quand même beaucoup plus constitué. Et sans rabaisser la parapsie, on est quand même dans des p-values qui sont quand même pas totalement folles, quoi. Enfin, ça passe le seuil, mais c'est un seuil qu'on a posé arbitrairement. Si le seuil, au lieu de mettre à 1%, on mettait à 1 pour 10 000, que sais-je, si on mettait à des sigmas de la physique quantique, je pense que ça ne passera pas le test. Et je ne dis pas qu'il faut le faire, parce qu'il y a d'autres études en psychologie, non plus, ça ne passe pas le test. Donc, mais comment on peut défendre l'idée qu'on est sceptique et être des interlocuteurs sérieux face à des gens qui, comme toi, nous disent oui, mais là-dessus, je suis désolé, mais on a des niveaux de preuve que vous exigez pour d'autres, et on a les mêmes. Ça montre peut-être que le monde réel ne se plie pas au protocole et à l'exploration qu'on veut en faire, et que juste parfois c'est impossible d'avoir la réponse. Juste tu nous demandais ce qu'on devait faire, parce que toi tu parles de Francis là, et tu parodis Francis, mais Francis c'est le croyant lambda dans le paranormal sur Internet, et moi ma réponse c'est, en fait personnellement je m'en contrefous de Francis. Je veux dire, c'est pas grave qu'il croit au paranormal, mais je veux dire en tant que sceptique, moi qu'est-ce qu'on devrait faire? C'est pas argumenter les Francis qu'on doit faire, c'est argumenter les meilleurs experts du monde qui disent que le paranormal existe. Pourquoi est-ce qu'on... Le problème en France, c'est qu'on argumente les Francis, quoi. Mais je veux dire, moi, vous pouvez argumenter les Francis tant que vous voulez. Si vous n'allez pas argumenter ce qu'il y a de meilleur dans le domaine qui se fait, bah forcément, on tape à côté, quoi. Ouais, je suis bien d'accord avec ça. Dans la table ronde précédente, j'avais noté le truc que je pense que la communauté sceptique fait le plus mal. Le deuxième truc qu'elle fait vraiment mal, c'est ça, là. Au lieu de prendre le meilleur du domaine, qui a les meilleurs arguments, et essayer de le challenger lui, ce qu'on fait là dans cette communauté, c'est de prendre le plus abruti au fond d'un réseau social, qui dit la plus grosse ânerie, qui est la plus facile à démonter, faire un screenshot, le partager sur les réseaux sociaux, et essayer de démonter sa grosse ânerie. Et ça, c'est trop facile. Et si on fait ça, on n'a pas fait avancer du tout le schmilblick. Il ne faut pas juste prendre le plus gros âne. Alors, moi, ce que je veux faire, c'est vraiment peaufiner la valeur des arguments. Prendre la plus grosse ânerie qui a été dite par le plus gros âne du réseau social le plus crasse, ben ça, c'est trop facile. Ça n'a fait avancer rien du tout. Il faut arrêter de faire ça. Alors, ça fait avancer au cas où on est dans une lutte d'influence. Non, et on ne veut pas être dans une lutte d'influence. Mon objectif à moi... Il y a des gens qui font ça, et ils peuvent le justifier, et ça peut m'arriver ponctuellement. D'accord, mais ça influe sur mon objectif à moi. Mon objectif à moi, c'est de peaufiner les meilleurs arguments. Il faut qu'on arrête parce que tu n'es pas content. Bah, ça influe sur mon objectif. C'est-à-dire que moi, j'aimerais que la communauté sceptique adresse, au sens en anglais, je vois, il n'y a pas de... S'intéresse, répond. Ouais, voilà, répondre aux meilleurs arguments, pas à la pire crasse des arguments les plus nuls. Parce que si on fait que ça tout le temps, à longueur d'année, bah juste on parle sans arrêt des arguments les plus nuls. Par exemple, est-ce qu'il faut répondre à Boutry, c'est ça, le fou-furieux anti-vax. Évidemment qu'il est caricatural, mais il est chef de file. Il représente des gens, et donc taper sur lui, c'est pas taper sur les meilleurs arguments, mais c'est taper sur ceux qui sont diffusés partout. Et ça a du sens. Lorsque on est militant, comme on a admis qu'on l'était, et qu'on veut lutter contre l'influence des idées à la con qui font que les gens ont des comportements dangereux, notamment par rapport à la santé, le paranormal est un peu particulier, parce que le paranormal, il n'est pas forcément dangereux. Donc on est sur un sujet annexe, mais c'est pas absurde non plus de se dire, il y a quand même des gens qui sont des médiums, qui se font du fric, ou qui entraînent les gens à croire des trucs bizarres, ou Monsieur Charbonnier là, qui fait des séances où des gamins de 7 ans parlent avec leur petite sœur morte. Je suis désolé, moi ça me pose des problèmes. Je ne vais pas aller adresser ce que dit le meilleur expert américain sur la vie après la mort si moi j'ai confronté Charbonnier. C'est pas le plus affûté, hein. Mais voilà, moi c'est ce que j'ai fait, ça m'a semblé utile. Sans doute que si on veut résoudre le problème du paranormal, il faut aller au-dessus, au-delà et faire mieux. Auquel cas, il faut des gens plus compétents que moi. Et je les invite quand on en a pour le faire. Mais il faut voir l'objectif qu'on a pour chaque action. Et on ne peut pas être constamment dans une démarche un peu pure, intellectuelle, comme tu la défends, qui se défend. Hein. Elle est valide. Mais ce n'est pas la seule. Si on veut la protéger, celle-là, et du coup on déserte des terrains où il y a des influences
où on se rend compte, enfin, où on veut agir, et qu'on se dit non, parce que là, j'agis contre un charlot, et c'est pas juste par rapport à la croyance la plus pure, on est embêté. Ouais, déserter, il faut pas. Il faut pas non plus déserter le terrain des meilleurs arguments. Non. Et là, je pense que la communauté sceptique Peut-être, ouais. déserte complètement la discussion avec les meilleurs arguments du paranormal. Et même Possible. d'autres sujets, pas que le paranormal. Voilà. Donc oui, il ne faut pas déserter, mais il ne faut pas déserter les meilleurs arguments non plus. Tout à fait. Sur le plan de l'ufologie, on est encore sur un autre domaine, hein, quand même. Parce que nous c'est, enfin, à notre niveau, c'est du cas par cas. Donc, on va s'occuper d'un cas, après d'un autre, d'un autre. On ne fait pas de généralité, on ne fait rien du tout. Et on fait simplement un constat. À un moment donné, on peut expliquer ou on n'explique pas. Voilà. Et si on n'explique pas un cas, il est inexpliqué. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas expliqué plus tard, mais il est inexpliqué, on ne peut rien en faire. On ne peut pas s'amuser à mettre une hypothèse derrière, puisqu'on ne pourra pas la démontrer. Voilà. C'est le problème qu'on a en ufologie, c'est qu'on constate qu'il y a des cas qu'on n'explique pas, mais qu'est-ce qu'on en fait derrière? Voilà. Oui. Parce qu'on n'est que du testimonial, il n'y a pas d'autres traces, il n'y a rien du tout, quoi. Voilà. On ne peut pas traiter tous les thèmes du domaine de l'extraordinaire. Plutôt que le mot paranormal, je vais employer le terme extraordinaire. Oui. Parce que là, on fait une grosse généralité et Patrice touche quelque chose là, d'important, c'est que dans le domaine que nous travaillons le plus, c'est-à-dire l'ufologie, on va, contrairement à ce que dit Hygiène Mentale, aller chercher des gens, enfin toucher des gens individuellement. Parce qu'on a vraiment des gens qui sont en souffrance, qui sont perturbés. Et pour nous, on considère que c'est important d'aller au moins essayer de les rassurer, même s'ils n'adhèrent pas au fait que nous soyons... C'est pas juste des grandes théories, c'est des gens qui ont... Et on a peut-être un avantage quand même, quelque part, c'est que si on explique un cas, on peut le démontrer. Hein, c'est qu'on a des éléments pour le démontrer. Oui. Donc, c'est beaucoup plus expérimental, on va dire. Voilà. C'est peut-être ce qui diffère. Voilà. Par contre, au niveau de la méthode, je crois qu'on se rejoint. Il faut surtout pas fermer de porte. Et puis il faut appliquer. Il faut savoir dire quand les sceptiques en tant que communauté sont pas à la hauteur. Tout à fait. Et on ne sait pas communiquer en plus. Hein. Mais d'une certaine manière, nous, on l'a dit très tôt, et je pense que sur le coup aussi, on n'est jamais vraiment à la hauteur des attentes. Être un sceptique 100% toute sa vie, c'est pas possible. On a des croyances, il faut les mettre. On a des préjugés, et il y en a un certain nombre qui c'est pas grave. Mais lorsque on prend la parole en s'exprimant sur un sujet en tant que sceptique, là par contre il faut qu'on fasse le job. Et même là on n'est pas à la hauteur, parce que même là on est biaisé, on n'est pas neutre. Et par rapport au paranormal, la communauté s'est constituée en réaction à des discours qui eux prétendent savoir. Donc c'est pas étonnant qu'on ait une sociologie où on est plutôt des gens qui ne croient pas, voire qui croient à l'inexistence. Parce qu'on est en réaction à un discours où, au-delà des meilleurs experts, on a quand même un gros paquet de gens qui disent n'importe quoi et qui sont sûrs d'eux. Et c'est à cela qu'on réagit en fait. Mais Thomas, c'est pas très grave si en face de nous, eux ils croient savoir, c'est pas un problème. Pour moi, le plus important, et je vais parler que pour moi, c'est que moi je sais que je sais pas grand-chose. Oui. Hein? Voilà, donc j'ai beaucoup à apprendre, mais même y compris de ce côté-là. Pourquoi pas? Le tout, c'est de savoir où on pose le pied, de savoir quelles compétences on a et qu'est-ce qu'on peut exploiter. Après, ils croient, c'est pas un problème. Ma dernière question, ça reboucle un petit peu avec le début. Pardon, tu voulais ajouter? Juste ajouter que, toujours dans ce même ordre d'idées, on donne aussi du contre-ton à certains leaders. Comme on l'a fait pour les crop circles, il y a certains leaders qui ont été plus affectés par l'expérience qui était destinée à tester les méthodes de ces fameux leaders. Il y en a qui ont été plus touchés que d'autres. On n'a pas tapé dans le haut du pavé, dans la qualité épistémique des gens, mais on a fait un... Ouais, voilà, bon, c'est un exemple. On le fait en ufologie aussi, et je pense que c'est important. Et il y a aussi une question de perméabilité dans l'extraordinaire. On retrouve dans l'extraordinaire et dans divers domaines les mêmes personnes. Bon, je ne voudrais pas revenir sur M. Grimaud, mais on le trouve dans
ce qu'on appelle l'archéologie romantique, et comme dans les extraterrestres, etc. Donc il y a une sorte de perméabilité, et s'occuper des leaders, je pense que c'est important. Et de leur influence. Milgram, parce que j'avais oublié ton existence, tu me pardonnes, parce que je te vois pas et je fatigue. C'est normal. Et attends, parce que je te donne la parole, tu développes et après tu rajoutes ton mot de la fin, parce qu'on finira après. Pas de souci. Non, mais tu disais que les sceptiques réagissaient souvent en réactant à des croyants, etc. Et d'ailleurs, c'est aussi mon cas, hein, étant donné que je traite beaucoup du sujet des charlatans, des arnaqueurs sur le web. Mais moi, typiquement, j'adorerais coopérer avec des croyants, par exemple, sur le phénomène des, euh, des fantômes, des apparitions de fantômes dans les châteaux, etc. Donc des croyants honnêtes, enfin, en tout cas qu'on peut postuler être honnêtes. Et parce que moi, en fait, c'est une idée qui me plaît, quoi. Je trouve ça sexy, quoi. J'ai envie j'aimerais que les fantômes existent, quoi. J'ai beau être sceptique, si je c'est une idée qui me parle, quoi. Et donc si je peux aider un croyant à prouver que, sa croyance est basée sur quelque chose, et ben, je me dis: «Super», quoi. Et donc c'est vrai que j'ai l'impression que les sceptiques sont rarement les partenaires des croyants, alors qu'au final, ça devrait être les meilleurs partenaires. Si on pense que les sceptiques sont ceux qui ont un peu de connaissances dans, qui sont spécialisés dans, essayer de croire à quelque chose pour de bonnes raisons, c'est les meilleurs partenaires des croyants. Typiquement pour les fantômes. Moi, je rêverais d'aller au château de Fougeray et puis, de placer des caméras partout et puis de discuter avec la dame qui nous dit que les objets disparaissent et apparaissent, très régulièrement la nuit, et puis l'aider à prouver que ça marche, quoi, que c'est vrai. Donc Pareil, il y a peu de travaux scientifiques qui s'intéressent à ces sujets-là parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent en sciences et que peut-être qu'il faut Oui. le dépenser à des choses où on peut attendre des résultats et que là, on n'en a pas beaucoup. Donc c'est bien. Mmh. C'est pas non plus Après étonnant moi, que ce terrain-là soit pas tellement investigué par des gens qui ont des compétences, quoi. Et donc du coup, est-ce que les parapsychologues qui passent du temps et qui s'y intéressent, est-ce qu'ils sont vraiment compétents? On se rend compte que les gens qui passent beaucoup de temps à vouloir prouver l'homéopathie, c'est les moins bons. J'ai aucun préjugé sur les gens qui sont experts en parma, peut-être qu'ils sont très bons, mais quand on regarde d'autres domaines, on se rend compte que les meilleurs, ils s'intéressent pas à ça. Ils vont dans des sujets où il y a des découvertes à faire pour de vrai, où il y a de la place pour des découvertes. Et peut-être que là, le parma, peut-être qu'il a fait son temps. Et là, je le provoque un peu. Et tout en étant respectueux des trucs. Est-ce qu'il ne va pas passer à autre chose? Et je m'arrête là-dessus, je vous demande votre avis. Ou est-ce que non, il faut revenir dessus? Parce que c'est intéressant en tant que tel, ou c'est intéressant pour interroger la méthode, ou autre chose. Ouais, enfin, je suis pas beaucoup d'accord avec tout ce qui est dit là, mais autant je suis d'accord avec l'hygiène mentale, autant je suis pas trop d'accord avec ce que tu dis. D'accord. Mais je pense j'avais tellement de choses à dire sur ce que tu dis, mais Mais c'est plus l'heure pour développer. c'est ça le problème. je suis Moi, je désolé. pense que effectivement, toi, tu es dans une démarche très militante où il faut essayer de convaincre le grand public de ne pas croire au paranormal versus des gens qui seraient dans une démarche militante. C'est pas comme ça Alors, que je me définis. oui, mais bon, c'est comme ça que tu as l'air de présenter quand même les choses. Alors que moi, ce qui m'intéresse, c'est la vérité, en fait. Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que ça existe ou pas. Je m'en fous, en fait, de convaincre les gens qu'ils ont... Ah si c'est vrai, il faut y croire. Oui, c'est ça. En Faut fait, convaincre les gens que c'est vrai. moi, quand je dis Mais qu'il si faut c'est pas vrai, débattre, faut pas y quand je croire. dis qu'il faut débattre avec les meilleures personnes, c'est parce que je veux voir qui a les meilleurs arguments. Et pour ça, j'adore lire quand il y a un rare sceptique qui sort un bon argument de temps en temps contre une telle ou telle théorie parapsychologique, je suis content. Je dis waouh, enfin, voilà, ça me permet de me rapprocher de la vérité. Donc moi, c'est une vraie curiosité. C'est pas un désir d'évangéliser les foules en leur disant il y a que les imbéciles qui croient au paranormal, quoi. Mais Tu récuses l'idée qu'on puisse être, qu'on soit militant dans la démarche esthétique. non, mais je récuse pas qu'on puisse être militant. Je pense qu'il y en a plein qui sont visiblement militants, mais c'est pas juste ma démarche. Moi, je suis pas dans un militantisme sur le paranormal. Je suis dans une démarche de recherche de la vérité. Et je pense que c'est la meilleure approche. Un scientifique devrait être à la recherche de la vérité et pas dans une démarche de je dois convaincre les gens de penser X ou Y. Ça c'est un. Et deux, les sceptiques se sont créés en réactance par rapport aux parapsychologues. C'est historiquement exact. Et moi, je pense que ça fait partie du problème. C'est pas la solution, ça fait partie du problème. Pourquoi? Parce que je suis membre de la Parapsychological Association, la plus grande association de parapsychologues au monde, aux États-Unis, l'association américaine. Et effectivement,
je suis un des rares sceptiques. Et tous les gens qui sont là ne sont pas des sceptiques. Pourquoi ? Parce que les sceptiques, soit ils ne s'intéressent pas au domaine, ou ils se disent « je ne vais quand même pas aller devenir membre de la Parapsychological Association », parce que c'est des croyants tenants. Quoi. Et donc, du coup, on a créé des lignes de conflit avec une guerre de tranchées, là où en fait on devrait avoir du débat d'idées et d'essayer de faire avancer la réflexion en ayant des arguments. L'argument de « il n'y a pas d'argent magique », et on a des gens qu'on embauche pour découvrir des choses sur le réel, est-ce que ces sujets-là sont encore des sujets dans lesquels il faut qu'on investisse ? Est-ce que la société doit dépenser de l'argent dans le paranormal ? J'ai un avis personnel, mais c'est pas ça que je suis en train de mettre en avant, mais de toute évidence, cette dimension-là explique beaucoup de choses. Qu'on n'investit pas là-dedans parce qu'il n'y a pas grand-chose à trouver. A-t-on décidé ? Oui, mais enfin, le contre-argument là-dessus, c'est que te diront tous les parapsychologues, c'est on ne trouve rien parce qu'on n'a pas d'argent pour faire les études. D'accord, mais ça s'entend, mais je comprends. Non, ils n'ont pas d'argent, donc ils ne ne peuvent pas pas faire dit les que recherches. j'avais la solution, mais... Non, mais tout ce que tu dis dans une direction, on peut le retourner, quoi, tu vois. Oui. Moi, après, bien entendu, je pense qu'il faut plutôt investir l'argent dans la recherche contre le cancer. C'est une question tellement chargée, quoi. Évidemment qu'il y a des sujets socialement plus importants. Moi, je suis le premier à penser que la recherche sur le cancer est plus importante que la recherche sur le psy. Mais ça n'avance pas. C'est pas parce que c'est pas intéressant, c'est parce que. Mais oui, mais je veux dire, pour moi, en fait, cette question de l'argent, c'est un argument qui tombe à côté de la plaque. Pour moi, c'est pas la question est-ce qu'il faut investir de l'argent. Non, la question c'est est-ce que ça existe ou pas. C'est une question de fond, quoi. Je veux dire. Mais pour y répondre. Il faut qu'on fasse des recherches. Voilà. Et les sceptiques disent on s'intéresse au paranormal, on veut étudier ce sujet. Si on le faisait, ce serait cool, quoi. Mais que les gens qui prétendent le faire le fassent. Là, on est d'accord. Mais tout le monde ne prétend pas le faire. Et on n'est pas toujours sur le même registre de. En gros, c'est est-ce qu'on comprend bien les objectifs des uns et des autres ? Et je pense que même entre nous, c'est pas le cas en fait. Et ça nous apprend que peut-être qu'il faut qu'on se demande un peu ce que cherchent les gens avant de croire qu'on a compris ce qu'ils cherchent. Hein, la phrase est compliquée, mais... un mot de la fin, mesdames et messieurs, mes chers invités. Je commence ? Si tu veux. Ok. Mot de la fin. Avant que moi, Christophe, j'ai l'audace de dire à quelqu'un que il a tort sur sa position et que c'est ma position qui est la vraie, avant ça, il faut que je sois moi-même convaincu que ma position est la vraie. Tu peux dire à quelqu'un qu'il a tort sans penser que tu as raison. Moi, j'en suis encore à la première étape. Pour pouvoir militer en disant il faut que vous voyiez la vérité, il faut abandonner votre croyance et adopter la mienne, il faudrait d'abord que moi, je sois à peu près sûr de ma position et que ce soit la vraie. Moi, il y a plein de sujets, la très grande majorité des sujets, je ne suis pas encore sûr. Je pense que c'est ce qui définit un sceptique, c'est celui qui n'est pas sûr. Celui qui a l'audace de dire « vous avez tort, ce que vous croyez n'existe pas », c'est qu'il ne doute plus. Alors, au cas où ce serait comme ça que c'est perçu, moi je dis plutôt aux gens, vous qui dites que vous avez des preuves, moi je pense que vos preuves n'en sont pas. Mais moi je m'arrête là. Si ça ne veut pas dire si que... c'est formulé comme ça va, mais souvent, pense que tu reconnaîtras qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent sceptiques et qui disent « toi, tu as tort ». C'est vrai. Et du coup, par définition, ils ne sont pas sceptiques. Alors, tort, ça peut pas dire tu as tort quand tu dis que tu as une preuve. Et auquel cas, je peux adhérer à ça. Moi d'abord, je veux savoir, comme Jean-Michel, est-ce que ça existe ? Quelles seraient les raisons qui me feraient adhérer ou pas à la question épistémique de est-ce que ça existe ou pas ? Moi-même, j'ai pas une très grande confiance dans ma propre capacité à me faire une opinion sur certains sujets. J'adore les sujets du paranormal parce que ce sont justement ceux qui sont à la frontière et où c'est difficile de faire le tri. C'est souvent les cas où mon a priori est très fort et où il existe des faits qui vont à l'encontre de mon a priori. Comment est-ce que je gère ça dans ma tête ? Eh ben, c'est pas aussi facile que ce que je pensais au début. Et mon intérêt pour la pensée critique, c'est d'essayer de savoir comment est-ce que je fais dans ces cas-là. Et moi, j'en suis encore là. Avant que j'ai l'audace de dire il faut que vous changiez d'avis, votre position est nocive pour la société, oula, il faut d'abord que moi, je sois à peu près certain de ce que je dis, ce qui n'est pas le cas. Donc moi, convaincre les gens qu'ils ont tort, je le fais pas, mais c'est parce que même moi, je suis pas très sûr de savoir la vérité. Alors, Patrice, Francine, Michel. Encore une fois, moi je vais faire le distinguo entre la parapsychologie et l'ufologie.
ufologie, si j'ai des éléments pour dire, et des éléments tangibles, des éléments solides, pour dire au témoin, vous vous êtes trompé, parce que je dirais pas qu'il a tort, je dirais vous êtes trompé, c'est une nuance pour moi. Là, oui, si j'ai les éléments, je lui dirais vous êtes trompé. Il accepte pas. Mais par contre, si j'explique pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, je lui dirais j'explique pas. Et j'irai pas plus loin, parce que je peux pas aller plus loin. Voilà. C'est la petite nuance, voilà, c'est tout. Voilà, c'est vrai que nous avons, Patrice et moi, une position bien plus confortable, en fait. Tout à fait. C'est que nous étudions, des dossiers, des cas d'observation, et on a des moyens maintenant assez performants pour trouver des explications prosaïques ou non. Ceci étant, quand on en a une, effectivement, qui est vraiment démontrable, c'est gratifiant pour nous parce qu'on a fait pas mal de recherches et puis c'est agréable, mais ça ne veut pas dire qu'on les explique toutes. On n'explique pas tous nos dossiers. Je voudrais terminer par une phrase de Thierry Pinvidic, qui est un ufologue, mais écrivain aussi, et qui disait si le phénomène OVNI en tant que vaisseau spatial là, existe vraiment, c'est fantastique, mais s'il n'existe pas, c'est plus fantastique encore. Comment on explique que les gens voient des choses qui ne sont pas là. Jean-Michel. Oui, enfin moi je pense que mon message est clair. Je pense que c'est important que la zététique consacrée au paranormal existe et continue à exister. Et pour moi, quand je suis rentré en zététique, comme pour Christophe, c'était ça le sujet. Et pour moi, ma zététique à moi, quand je l'ai découverte, l'idée c'était de construire justement une littérature critique sur le paranormal. Et bon, après je dis pas que tous les sceptiques doivent le faire, hein, mais je pense que c'est quand même très important que même si, bon, c'est vrai que pour l'instant, je parle toujours d'un petit groupe d'irréductibles gaulois. D'ailleurs, on est pratiquement tous à la table. Je rigole, il y en a peut-être 4-5 de plus cachés quelque part. Mais ce serait pas mal qu'on soit peut-être le double, quoi. Si on était une dizaine, ce serait cool. Mais il y a peut-être qu'ils vont se manifester. SOS, zététicienne du paranormal. Et alors, je disais avec Zach et Zoé, on parle beaucoup de paranormal. On a fait un volume sur le monstre du Loch Ness et un volume sur le phénomène OVNI, justement, parce que je pense que moi, sur en les fait, paralysies du sommeil. Voilà, moi, aux enfants, j'ai envie de leur transmettre cette zététique-là, la zététique de l'étude scientifique du paranormal. Et j'espère qu'avec ces livres-là, il y aura une génération de jeunes sceptiques qui reviendront sur ces sujets-là. Au lieu que Zach et Zoé. voilà, Et peut-être qu'ils corrigeront même nos erreurs. Exactement. Ouais. Très bien fait, Zach et Zoé. C'est tout ce qu'on peut souhaiter. Et je vous remercie. Le paranormal n'est pas mort. Je quoi? Qu'est-ce que tu dis quoi? Milgram a un mot de la fin? Oui. Allez, un petit mot de la fin. Si la science n'a plus les moyens d'étudier le sujet, écoutez, les vidéastes, de manière très imparfaite, peuvent essayer de continuer à le faire. Donc, s'il y a des gens qui prétendent apercevoir des phénomènes paranormaux, écoutez, ils peuvent nous contacter. Et puis moi, je me ferai un plaisir de réaliser une vidéo dessus. On la Voilà, relève, ce sera pas à la- c'est acté. C'est acté. Bon, on verra avec toi. Merci d'avoir été là si tôt, si tard. Merci à toute l'équipe. On a fait, je ne sais pas combien d'heures. Attends, je regardais. 10 heures. On a fait 10 heures de live. Bon, voilà. Bravo. Et donc, on vous donne rendez-vous dès demain pour... Non, mais bon, début octobre, on va revenir un petit peu. Il y aura peut-être une passée de Vled dans l'intervalle. Évidemment, abonnez-vous à tous les contenus dont on vous a parlé. Peut-être qu'il y aura un nouvel événement de Nuit l'an prochain. Peut-être à Nancy, peut-être pas. On verra. En tout cas, vive l'événement. C'était super cool. J'ai beaucoup aimé. Alors, c'est très demandeur. Je crois que ça s'est pas trop mal passé, j'espère. Et vous êtes encore 1929 à 5h30, donc c'est que visiblement... Ceux qui se sont endormis sur leur clavier. C'est ça, je me suis dit aussi. La prochaine fois, fais ça en pleine journée. Hein. Alors, on fera une nuit en pleine journée, ça sera plus simple. Là, je fatigue, je dis des bêtises, donc je vous remercie beaucoup. Il reste la cagnotte au cas où pour qu'on défraie tout le monde. Et puis les gens qui bossent de l'équipe, on va tâcher de les payer pour leur journée parce que ça va faire 2 jours complets là-dessus. On va tâcher de faire ça. Et bref, on va pas parler d'argent. Intéressez-vous, continuez à vous poser des questions. Voilà. Et puis on s'arrête là-dessus. Bonne nuit.
Bienvenue. Moi, à 13 ans, j'étais chef d'équipe de secouriste à 13 ans. Voilà, responsabilité, avec des pompiers et des médecins, même sous les ordres, c'est-à-dire maintenant ça Genre un passage de Jacques Vignot chez Atlantis a laissé un très très